Roger Federer a conquis le monde du tennis avec la classe ultime. Il jouait comme on peint, comme on danse. Pour des milliers de fans, c'était plus qu'un champion. C'était une figure divine, le tennis dans sa forme la plus pure. Mais cette légende dorée a une face sombre, une faille qu'on peut résumer à un nom, Novak Djokovic. L'homme qui l'a ramené sur Terre et qui l'a battu dans ses plus grands rêves. Pas qu'une fois ou deux, mais à répétition. Des balles de match, des finales de Grand Chelem, des stades entiers debout pour le porter, et toujours ce même scénario. Djokovic le gâcheur de fête, l'invité qui éteint les bougies avant le gâteau, le saboteur du happy end. Cette rivalité, c'est pas une épopée hollywoodienne, c'est un thriller, une suite de désillusions brutales et de renversements cruels. Federer-Djokovic, c'est la seule rivalité où l'on sentait parfois de la douleur, de l'injustice. Comme si le tennis, à travers Djokovic, refusait à Federer une fin à la hauteur de son mythe. Et c'est peut-être pour ça qu'elle dérange et qu'on la tait autant. Parce qu'elle ne fait pas rêver, elle éveille, elle confronte et elle rappelle que même les plus grands peuvent se faire briser. C'est vrai, quand on parle des grandes rivalités du tennis, le réflexe est immédiat. Federer-Nadal, le génie naturel face à l'intensité brute. Et en toile de fond, cette image d'amitié et presque de fraternité. Une rivalité qui fait du bien. Et dans l'ombre de ce chef-d'œuvre romantique, il y a une autre histoire, moins lumineuse, moins racontée, moins aimée, celle de Federer contre Djokovic. Une rivalité plus rugueuse, moins marketée, moins poétique, mais peut-être plus réelle, plus frontale et plus tragique. Parce que là où Nadal révélait la beauté de Federer, Djokovic en a révélé ses limites. Là où Federer et Nadal s'élevaient mutuellement, Federer et Djokovic se sont blessés. Et c'est pas seulement une rivalité sportive, c'est un glissement d'époque. Le passage d'un tennis de rêve à un tennis de précision. Le choc entre un joueur que tout le monde voulait voir gagner et un autre que beaucoup refusaient encore d'aimer. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est restée dans l'ombre, parce qu'elle racontait une autre vérité. Celle que le sport n'est pas toujours juste et qu'un héros ne gagne pas toujours à la fin. Federer-Djokovic, c'est cette histoire-là, celle qu'on n'a pas voulu regarder en face, celle d'une légende empêchée. Quand on réfléchit rivalité mythique, tout de suite on pense à Federer-Nadal, et à juste titre parce que l'opposition de style était exceptionnelle. Un duel parfait, un équilibre subtil entre grâce et puissance. Leur rivalité a transcendé le sport par le biais de chefs-d'œuvre à Miami 2005, Wimbledon 2008 ou l'Open d'Australie 2009 et 2017. Cette rivalité a dessiné une fresque à deux visages, l'élégance suisse, fluide, aérienne, contre la fureur espagnole, terrienne et infatigable. Deux styles, deux mondes, deux rivaux, mais surtout deux héros qui s'admirent, qui se respectent. Federer qui encense Nadal dans chaque interview, et Nadal qui pleure pour Federer quand il gagne enfin Roland-Garros en 2009. Des regards complices, des sourires partagés, et ça touche, ça fait du bien. Alors très vite, leur rivalité devient plus qu'un simple affrontement. Elle devient un symbole. Les médias la chérissent, les marques la mettent en vitrine, les fans en font une religion, et dès 2005, elle s'impose comme le cœur battant du circuit. Sur terre battue, Rafa dicte, sur gazon, Roger rayonne, et sur dur, les combats sont acharnés. À chaque duel, une nouvelle page s'écrit. Mais voilà, à force d'être parfaite, cette rivalité a fini par en cacher une autre. Une autre histoire plus rude, plus froide. Une rivalité sans fraternité. Celle entre Federer et Djokovic. Celle qui n'a pas eu le droit aux grandes accolades ni aux sourires sur le podium. Celle qu'on n'a pas toujours voulu regarder parce qu'elle dérange, parce qu'elle ne fait pas rêver. Quand Novak Djokovic débarque sur le circuit, il fait pas l'unanimité. Il n'arrive pas comme un prince. Il n'est pas adulé comme l'est Federer, ni prophétisé comme Nadal. Il n'a pas l'aura du sauveur, ni l'élégance d'un héritier. Il arrive avec un revers chirurgical, une attitude clivante, mais surtout une rage de vaincre ahurissante. Il est fort, très fort. Mais personne ne l'applaudit vraiment car il ne rentre pas dans le décor. Il est le pixel mort au milieu de la rivalité idéale entre Federer et Nadal. Federer est au sommet et Nadal le challenge, donc l'histoire est déjà en place. Djokovic c'est le troisième homme, sauf que personne ne l'a demandé, il s'est invité tout seul à la fête. Alors entre 2006 et 2010, Federer le bat avec régularité, il l'analyse comme un bon joueur, prometteur, mais pas menaçant. Djokovic est brillant, mais pas encore crédible pour bousculer les deux géants. Mais Djokovic, il apprend vite. Chaque défaite est une brique, chaque humiliation une note dans son plan. Il étudie Federer avec précision, et un jour, le verrou saute. À partir de 2011, Federer ne surclasse plus Novak, il doute. Mais c'est surtout parce qu'en 2011, Djokovic devient une machine de guerre, sa version aboutie. Et surtout ce que Djokovic fait, même Nadal ne l'avait jamais fait. Djokovic prive Federer de ses plus beaux moments.
Et en plus dans des finales des plus gros tournois, devant le monde entier. Et souvent c'est serré, très serré. Federer va jusqu'à se procurer des balles de match. Mais Djokovic l'écœure et sort gagnant. C'est dans le début des années 2010 que la rivalité entre Federer et Djokovic bascule. Elle n'est plus un jeu. Pour Roger et ses millions de fans, elle devient un trauma. On est sur des tragédies. Federer, l'homme que tout le monde voulait voir triompher, se fait hanter à répétition par le même. Et Novak n'est pas son rival préféré, c'est son problème irrésolu, sa fracture permanente. Et cette douleur, elle ne se célèbre pas, elle se tait. Il y a quelque chose de fascinant dont la manière de Federer a toujours parlé de Nadal. De l'admiration, de la tendresse parfois, comme s'il voyait en lui un miroir inversé. Nadal, c'est l'adversaire qu'il respecte et celui qu'il a choisi pour incarner sa propre légende. Mais avec Djokovic, on est très loin de tout ça. Il y a toujours eu de la distance, une tension froide, parfois même des petites piques entre les deux clans, des regards plus secs, des silences plus lourds. Federer ne parle pas de Djokovic comme il parle de Nadal, il ne l'a jamais élevé au rang de rival ultime, comme s'il refusait quelque part de lui offrir cette reconnaissance. Et pourtant, c'est Djokovic qui l'a le plus fait souffrir. C'est Djokovic qui l'a empêché de finir en héros ultime. C'est lui qui a brisé ses finales, c'est lui qui a éteint ses balles de match et arraché ses titres. Et Federer, malgré tout, ne l'a jamais vraiment inclus dans son panthéon personnel. Peut-être par fierté, ou alors par frustration. Djokovic a brisé Federer, il a anéanti ses plus beaux espoirs sans jamais recevoir les fleurs. Et c'est peut-être ça la blessure la plus profonde. Federer n'a pas été détrôné par son égal, il a été empêché par un intrus. Et ce que cette rivalité raconte, c'est pas une belle guerre entre deux rois, c'est une usure, une frustration, voire une injustice. Parce que parfois, dans le sport comme dans la vie, le plus aimé n'est pas toujours le plus fort. Et le plus fort n'est pas toujours celui qu'on applaudit. Mais au-delà de tout ce qu'on ressent, il y a ce qu'on peut pas nier, les faits, les chiffres. Et là, le bilan est sans appel. En Grand Chelem, Djokovic mène. En finale de Grand Chelem, Djokovic mène. Dans les matchs à tension maximale, sous les projecteurs les plus brûlants, c'est Djokovic qui sort vainqueur. Pas une fois ou deux, non, la plupart du temps. Il ne bat pas Federer à coups de génie fulgurant, non, il le dissout, lentement. Il résiste et au moment critique, il frappe. Et Federer n'a jamais vraiment réussi à inverser cette tendance. Alors oui, il l'a battu, oui, il a réussi à renaître parfois et à continuer sa légende, mais jamais là où ça aurait compté plus que tout. Jamais dans ces finales qui auraient tout changé. Djokovic a chippé des trophées, mais il a surtout confisqué des chapitres, des fins de film. Il a effacé ce que le monde voulait voir. Et cette asymétrie, elle marque un basculement générationnel. Federer, l'homme qui dictait les règles, a vu surgir un joueur qui ne les respectait plus et qui a fini par les réécrire en sa faveur. Federer est donc passé de maître du jeu à légende contrariée. Djokovic, lui, de gêneur agaçant à juge impitoyable. Et c'est peut-être ça la vérité la plus inconfortable de cette rivalité. Elle fait pas rêver. Elle dérange. Parce qu'elle nous force à accepter que le tennis ne récompense pas toujours la beauté, mais plutôt l'efficacité et la constance. Allez, on sort de l'abstrait et on rentre dans le concret avec les épisodes les plus marquants de la rivalité entre Federer et Djokovic. New York, 11 septembre 2010. Une date qui glace le sang pour les New-Yorkais et le monde entier. Et dans le tennis, c'est une date qui marque un basculement fatal dans la hiérarchie du tennis. Demi-finale de l'US Open, Federer contre Djokovic. Federer mène 10-5 dans les affrontements, et surtout sur les 3 dernières éditions de l'US Open, Federer reste sur 3 victoires contre Djokovic, en finale en 2007 et en demi-finale en 2008 et 2009. Et le Suisse mène très vite 2-7-1 dans cette demi-finale, plus solide dans les moments importants. À ce moment-là, il incarne encore cette figure d'invincibilité tranquille. Mais Djokovic, tranchant, ne se laisse pas faire et colle un 6-2 pour aller au 5e set. Federer fait parler son expérience, il pousse Djokovic dans ses retranchements et obtient 2 balles de match. 5-4, 15-40 sur le service de Djokovic. Le scénario est prêt. Mais c'est précisément à ce moment-là que Djokovic révèle au monde entier de quel bois il se chauffe. Au terme d'un gros point où il balade Federer, il sauve la première avec un coup droit exceptionnel pris en volée. Et la seconde d'un autre coup droit gagnant sans réfléchir. Djokovic remporte sa mise en jeu en faisant preuve de précision, d'agressivité et d'un sang-froid incroyable. Derrière, Federer doit repartir, alors que Djokovic enchaîne les merveilles et fait plier le Suisse. Sur un dernier coup droit faute de Roger, Djokovic remporte le match. Il vient de sonner la révolte et de traumatiser la légende, une première fois. Et ce jour-là, c'est pas juste un match qu'il gagne. Il entre dans la tête de Federer. Il marque une première cicatrice, silencieuse mais profonde. Parce que Federer, ce soir-là, n'a pas seulement perdu une demi-finale. Il a vu apparaître pour la première fois un adversaire capable de réécrire ses fins, à coups de coups droits complètement fous, à coups de chaos.
Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on vous raconte ce sport à notre manière. Alors si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications de chaque vidéo qui sort. A noter que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, donc on a mis en place une campagne de financement participatif. Donc si tu souhaites soutenir le projet et soutenir ma deuxième année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un don à la hauteur de tes moyens, le lien du Tipeee est juste en dessous en description. Merci beaucoup. New York, encore. Demi-finale, encore. Federer contre Djokovic. Et très vite, on sent que Federer veut corriger le tir de l'année dernière. Federer est sublime, 2-7-0. La précision est là, la sérénité aussi. Faut dire qu'il peut surfer sur la confiance qu'il a acquis à Roland-Garros contre Djokovic, où Federer a délivré un chef-d'œuvre en 4-7, probablement son plus grand match à Paris contre celui qui était invaincu cette saison. Sauf que oui, Djokovic réalise une saison extraordinaire. Donc malgré le score, il s'accroche, et dans une grande forme, il revient à 2-7 partout. Mais Federer ne lâche pas et sert pour le match à 5-3. 40-15. Federer a 2 balles de match, comme l'année dernière, mais cette fois sur son service. Le public est debout, les caméras sont prêtes, c'est censé être la rédemption, le moment où Federer efface le souvenir de l'an dernier. Sauf que non. Sur la première, Djokovic fait un pas à droite et lâche un coup droit en retour monumental. Imparable. Le stade hurle, Federer reste figé, Djokovic célèbre, mais le pire c'est qu'il y croit encore, il reste concentré et refait craquer Federer. Djokovic a répété l'impensable, 2 années de suite contre le même adversaire, la même légende, dans le même stade. Cette fois, c'est une remontée de 2-7-0 et il gagne le match, puis le tournoi. Djokovic en 2011 est dans l'année de tous les miracles, et ce jour-là, il signe le plus cruel. Pour Federer, c'est une répétition morbide. Le Suisse revit une blessure en direct et devant le monde entier. Et c'est là précisément que la rivalité prend un virage entre les deux. Mais à ce moment-là, on était encore loin d'imaginer que Djokovic irait le déloger dans son propre jardin. Wimbledon 2014. Federer a bientôt 33 ans, il est censé être sur la fin. Et pourtant, il joue encore excellemment bien. Il traverse la quinzaine comme dans un rêve. Wawrinka, Raonic, tous tombent face à ce Federer qui semble avoir retrouvé sa lumière. En finale, il retrouve Djokovic. Et ce jour-là, le match est sublime. Un sommet de grâce. Federer remporte le premier set, mais comme souvent, Djokovic prend le dessus par la suite. Le Serbe mène 5-2 dans le 4e set, il a une balle de match, mais qui est sauvé par un Federer enflammé. Le Suisse serre le feu, monte au filet, défend comme en 2006 et pousse Djokovic au 5e set. Le center court est en transe, Federer est là, tout proche d'un 8e sacre à Wimbledon. Mais Djokovic tient, il serre le jeu, il impose et à la fin, plus résistant, plus précis, c'est lui qui gagne. Encore. Federer a livré un chef-d'œuvre, mais ce chef-d'œuvre restera incomplet. Pire, 1 an plus tard, en 2015, même théâtre, même décor. Federer revient. Il continue de défier le temps et survole sa quinzaine, notamment en battant Murray dans une demi-finale divine qui restera comme un de ses plus grands chefs-d'œuvre post-trentaine. En finale, tout le monde croit au miracle. Federer est prêt, le titre est à portée. Mais en finale, Djokovic ferme la porte. Tactiquement, il le lit comme un livre, mais surtout mentalement, il est inébranlable. Federer tente, accélère, varie, mais il se heurte à un mur, à celui qui s'adapte en permanence. Djokovic ne laisse rien passer. Il étouffe, il contrôle et il détruit. 2 ans de suite, 2 finales, 2 performances grandioses de Federer et 2 défaites contre le même homme. Djokovic ne laisse aucune ouverture, il empêche Federer d'éclore. Et ce qui frappe, c'est pas juste la défaite, parce que dans l'absolu, tout le monde perd contre Djokovic. Non, c'est la répétition. Et cette impuissance que Djokovic met en lumière sur Federer, malgré le fait que le Suisse joue un excellent tennis. Mais alors qu'on pensait avoir vécu les plus gros drames, on n'était pas prêt pour l'épisode suivant. 14 juillet 2019. Finale sur le center court à Wimbledon, et on y retourne. Federer est définitivement immortel, puisqu'à bientôt 38 ans, il vient d'éliminer son rival espagnol et se retrouve encore une fois à un match de remporter son 9e Wimbledon. Et ce jour-là, il est encore sublime. Il attaque, il défend, il glisse. Il domine les échanges, prend la balle très tôt, il remporte plus de points que Djokovic, plus de jeux que Djokovic, il fait vibrer le center court avec une pluie de coups gagnants et se procure 2 balles de match à 8-7 dans le 5e set sur son service. 2 opportunités pour enfin refermer le chapitre Djokovic et de retrouver une fin parfaite. Mais non. Djokovic les sauve encore. Dont la deuxième d'un passing de coup droit qui rappelle le retour fusé de l'US Open 2011. Comme s'il avait été programmé pour ça.
Une fois de plus, il les sauve sans trembler. Le match continue, le stade retient son souffle, les jeux de service s'enchaînent et Federer tient. Il se procure même 2 balles de break à 11-11 qui sont merveilleusement bien sauvées par Djokovic. Et puis vient cet ultime tie-break à 12-12, une nouveauté directement testée lors de cette finale, et encore une fois, un Djokovic extraordinaire qui serre le jeu, réalise des coups dont lui seul a le secret, et fait craquer Roger sur ce dernier bois. Cette fois, c'est pas juste une défaite en finale de majeur, c'est un déchirement. Federer a tout fait, il a conquis le public, les statistiques, l'intensité, mais pas le score. Et ce paradoxe-là, Djokovic a su en faire sa force. Être le meilleur dans les moments importants, les 3 tie-breaks, et sauver des balles de match, ce qu'il sait faire de mieux. Ce jour-là, Federer ne perd pas un trophée, il perd son dernier grand rêve, celui de finir en beauté. Et ce jour-là, Djokovic n'est plus un rival, il devient une fatalité, le dernier obstacle. Celui qui, depuis 10 ans, surgit au moment où Federer est sur le point de toucher l'éternité pour lui arracher des mains. Et ce Wimbledon-là, c'est peut-être la plus grande tragédie de toute sa carrière, parce que tout était là, sauf la fin. Il y a des adversaires qui vous poussent dans vos retranchements, et il y a ceux qui vous effacent. Djokovic, pour Federer, c'était ça. Pas un simple rival, mais une anomalie, une réponse programmée à son génie. Là où Federer bâtissait son jeu sur la variation, la grâce et le timing, Djokovic opposait la rigueur, la régularité, le refus du chaos. Il se contentait pas de retourner les balles, il les neutralisait et les renvoyait comme des armes. Dès le service, Federer était désarmé. Ce qui faisait sa force, cette capacité à gratter des points gratuits, devenait soudain inefficace. Je vous apprends rien en disant que Djokovic est le plus grand retourneur. Il lit les trajectoires et mord dans chaque retour. Là où Nadal défendait haut avec du lift qui laissait parfois de l'espace et du temps à Federer pour créer, Djokovic étouffait. Il jouait presque à plat, dans les pieds, et avec une anticipation chirurgicale. Il ne laissait pas Federer construire, à aucun moment. Il l'obligeait à improviser. Djokovic ne donnait rien, il ne lâchait rien. Et surtout, il ne tremblait jamais. Lui sauve des balles de match dans des demi ou des finales de Grand Chelem, comme d'autres sauvent des jeux de service anodins. Donc tout ça, cette résistance de Djokovic, cette capacité à annihiler les variations de Federer et jouer le coup de plus, c'est le problème que Federer n'a jamais su résoudre. Federer a battu tous les styles, sauf celui-là. Parce que ce style, c'était le sien, mais retourné contre lui, en plus dur et en plus froid. Pourtant, on l'a dit, tout n'avait pas commencé comme ça entre les deux. Entre 2006 et 2010, Federer domine nettement Djokovic. Il l'étrille parfois, c'est lui qui dicte le tempo. À l'époque, Djokovic n'est qu'un arrivant sur le circuit, un prétendant. Talentueux, oui, mais pas encore menaçant. Federer menait largement dans les confrontations, il avait le jeu, il avait l'aura, donc Djokovic n'était pas un danger. Mais à partir de 2011, tout bascule. Djokovic revient transformé, plus solide. Mentalement, c'est une forteresse. Physiquement, un mur. Et surtout, tactiquement, il a évolué. Il ne joue plus pour faire jeu égal avec Federer, il joue pour l'annuler et déconstruire son tennis. Il joue pour l'empêcher de respirer et d'inventer. Et il y parvient. Il inverse la dynamique et le bat dans les matchs qui comptent. À l'US Open, à Wimbledon, à Melbourne. Alors oui, Federer l'a battu dans quelques gros matchs, à Roland-Garros en 2011, monumental, à Wimbledon en 2012, où il récupère le trône avec panache, mais ces 2 victoires resteront les dernières en Grand Chelem. Après ça, plus rien. Le mur devient infranchissable. Alors oui, il y a une question d'âge, mais pas que. Parce que Federer, en 2014-2015, on voit bien qu'il joue encore au top niveau, et qu'il peut regagner des majeurs. D'ailleurs, il en a gagné par la suite. Donc c'est aussi Djokovic qui a réussi à verrouiller l'ascendant. Et les chiffres le confirment. À partir de 2010, en majeur, c'est 10 victoires pour Djokovic, et seulement 2 pour Federer. Donc c'est fini. Alors pas toujours avec éclat, mais toujours avec efficacité. Et ce basculement, il est symbolique. Federer, pendant des années, écrivait l'histoire. Il inspirait, il dominait, il fascinait. Mais contre Djokovic, il a fini par subir. La rivalité Federer-Nadal, c'est une perfection. Un jeu d'équilibre, de contraste et de respect. Oui, Nadal a souvent battu Federer, surtout sur terre battue. Mais Federer l'a aussi dominé sur surface rapide et dans des finales épiques. Il y avait du combat, de la douleur, mais aussi de la réciprocité. Une forme d'équité presque poétique. Mais face à Djokovic, c'était pas du tout ça. Pas de beauté dans le combat, ou rarement. Pas de belles romances, juste des finales perdues, des balles de match envolées. Des rêves brisés les uns après les autres. Et toujours ce même schéma. Federer qui contrôle, qui se sublime, qui touche au but, et Djokovic qui revient, qui renverse et qui gagne. Dit comme ça ressemble plus à un long supplice qu'à une rivalité, une répétition froide de la même douleur. Federer ne l'a jamais battu en Grand Chelem après 2012. Et surtout, il ne l'a jamais battu dans les moments où tout aurait pu basculer. Il n'y a pas de match mythique où Federer a pris sa revanche, pas de retour du roi, jamais. Face à Nadal, il y avait de la lutte, et cette rébellion en 2017. Face à Djokovic, que de l'effondrement. C'est pour ça que cette rivalité est différente.
plus cruelle parce qu'elle ne raconte pas l'opposition de deux forces. Elle raconte un homme qui a tout fait pour s'en sortir, et un autre en face qui a tout absorbé sans jamais plier. Et alors une question s'impose. Que serait devenu Roger sans Novak? Probablement une légende à 25 ou 30 grands chelems, mais surtout, que serait devenu Roger s'il avait fait ses balles de match? À l'US Open 2010, à l'US Open 2011, à Wimbledon 2019, s'il avait juste une fois tenu ce dernier point. Il aurait sans doute 23 ou 24 majeurs et serait la référence absolue. L'homme au sommet. Mais ces titres-là, Djokovic les lui a pris, froidement, cliniquement. Et surtout, sans jamais lui laisser une revanche. Et c'est peut-être ça le plus grand regret de Federer. C'est ce 14 juillet 2019, cette finale dans le plus grand temple du tennis, qui ne s'est jamais écrite comme il l'avait rêvé. Il avait tout, le jeu, l'élan, le public, l'histoire, tout, sauf la fin qui va bien. Alors moi, à titre personnel, j'adore ces deux joueurs, je les trouve exceptionnels, évidemment, ils ont marqué les 20-25 dernières années. Mais en ce qui concerne la rivalité pure, je la mets en dessous de Federer-Nadal et bien en dessous de celle de Djokovic et Nadal. Je trouve qu'elle nous a procuré moins d'émotions malgré tous ces matchs dont on vient de parler. Je trouve que dans le combat tennistique pur, les Federer-Nadal étaient beaucoup plus esthétiques dans cette opposition, et les Djokovic-Nadal sont allés beaucoup plus loin dans le combat. Mais je pense quand même que ça reste une rivalité un tout petit peu sous-estimée pour tout ce qu'ils nous ont donné. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Federer vs Djokovic? Qu'est-ce que cette rivalité vous a inspiré? Est-ce que vous avez pleuré de joie ou de tristesse lors de ces gros matchs? Et surtout, où est-ce que vous la placez par rapport aux deux autres rivalités, Federer-Nadal et Djokovic-Nadal? Dites-moi tout ça, n'hésitez surtout pas à prolonger le débat en commentaire, et moi je vous laisse avec cette vidéo qui retrace la rivalité entre Federer et Nadal. Ciao!